Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, partager aux plus jeunes qui souhaitent se développer, mais c'est aussi profiter de milliers d'événements. Adhérer, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages, de formation, dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, rendez-vous sur le site ffvélo.fr et rejoignez la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Eh bien, la 6e édition du festival Tous en Selle débute le 11 novembre. Pour ça, pour réserver votre place, je vous invite à vous connecter sur le site tousencelle.eu et il y aura probablement une date proche de chez vous puisque une cinquantaine de dates en France mais aussi en Europe sont disponibles. Pour cela, allez sur le site tousencelle.eu et puis que ce soit à Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Lille ou Lyon, il y aura probablement une date pour vous. Pour ma part, je serai au Grand Rex à Paris le 28 novembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Tous en Selle. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial, vous allez probablement reconnaître sa voix avant de le voir, je vous expliquerai après qui c'est. En tout cas, bienvenue sur ce nouvel épisode, c'est la story où on va découvrir un peu l'envers du décor de cette personne justement dont la voix est bien connue. Avant toute chose, sachez que le festival Tous en Selle, alors vous connaissez le podcast, mais le festival Tous en Selle débute le 11 novembre avec une cinquantaine de dates. Donc allez sur le site tousencelle.eu et puis vous trouverez probablement une date proche de chez vous. Quant à moi, je serai présent au Grand Rex pour le lancement officiel, dans la région parisienne en tout cas, à partir du 28 novembre. Donc n'hésitez pas à vous connecter, mais aussi à nous mettre une petite note, une 5 étoiles. Ça nous aide à faire remonter le podcast et à le partager à la communauté. Puis un petit commentaire, toute l'équipe, on est assez vigilant sur ça. On regarde également vos commentaires, donc n'hésitez pas. Je vais laisser la parole à mon invité du jour, Philippe. Salut Phil. Salut Arnaud. Je pense que beaucoup ont reconnu la voix directement. Écoute, ça me fait très très plaisir moi, de t'accueillir sur le podcast Tous en Selle, puisqu'on va pouvoir découvrir l'envers du décor, le métier de speaker, la voix que tu mets à disposition de beaucoup d'événements, puisque Tous en Selle, c'est le cyclisme, le vélo pour tous. Il y a les événements, il y a les courses, il y a des festivals, des congrès, bref, tout ça autour du cyclisme. Et la voix fait partie de l'événement. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de connaître tout ce qu'il y a derrière, justement. Donc, on se connaît, puisqu'on a l'occasion de se croiser à plusieurs reprises. Mais avant toute chose, Phil, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, Philippe, 50 ans, animateur professionnel depuis 2008. Mon numéro de SIRET est inscrit à l'administration française depuis 2008. Et puis, actif autour des événements, des métiers des offices du tourisme, du Club Med, des choses comme ça. Un parcours qui parfois a été dans l'animation et parfois pas. Depuis quasiment mes 20-25 ans. Voilà, père de 2 enfants, en famille recomposée avec 2 autres, et habitant dans le Vercors. C'est une composante importante. Bon, c'est vrai que tu es très attaché à ton territoire. Et alors, on va en parler de tout ce que tu peux faire. Tu passes des Coupes du Monde aux Jeux Olympiques, à des petits événements. On va rentrer dans le détail de tout ça. Mais explique-nous ton parcours, en fait. Comment est-ce que tu es arrivé à être dans le monde du cyclisme et surtout à prendre le micro, en fait. C'est parce qu'il y a différentes étapes, probablement, qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu parlais de 2008, c'est ça, depuis 2008, mais qui était Phil avant? Est-ce que c'est une continuité? Est-ce que c'est un changement de direction? Non, au contraire, c'est une concrétisation. C'est-à-dire que 2008, c'est le moment où je me suis dit, je pense que là, je dois pouvoir le faire, du fait de ce qui s'est passé avant. Gamin, j'étais cycliste. Dès que le VTT est apparu, j'en ai voulu un. J'étais au Sanglier du Vexin, puisque j'habitais en périphérie du nord de la région parisienne. Nord-ouest. Ouais, nord. Pontoise, Ouais. Auvers-sur-Oise. J'ai aussi été... ma mère est allemande, on a aussi habité à Berlin, et j'ai aussi été coursier à Berlin. Ça, ce sont des composantes importantes de cet ADN cycliste. Donc, tu es né en France, ouais, ou tu es né à Berlin? Tu veux vraiment qu'on aille dans le détail? Oui. Allez, moi, ça alors m'intéresse. on va vraiment partir du début. Je suis né en Alsace, à Colmar, d'une mère allemande et d'un père français qui sont passés à Colmar en Alsace pendant 3 ans. Donc, c'était pas leur enracinement.
et qui sont actifs qui ont été actifs dans une ONG toute leur vie. C'est aussi une composante importante d'ailleurs de ma personnalité, ou en tout cas de ce qui fait la façon dont je vois le monde. C'est une ONG dont on peut parler qui s'appelle ATD Quart Monde, Aide à toute détresse, et qui est donc qui doit être une des 5 ONG qui siègent à l'ONU ou à l'UNESCO, enfin en tout cas qui a vraiment une reconnaissance, qui a une reconnaissance internationale, exactement, et qui s'occupe donc entre guillemets de la pauvreté dans les pays riches. C'est vraiment très raccourci, mais qui défend grandement les droits de l'homme, etc. Donc autour de nous, une ambiance bienveillante, de solidarité, etc. Et donc toujours tournée vers les autres. Ça, c'est fondamental. Et en tant que gamin, je vivais dans un hameau où on était tout le temps dehors. Et un des grands trucs, c'était de bricoler les vélos et d'aller faire des bosses, etc., comme tout le monde. Un peu casse-cou. Pas nécessairement, mais ceci dit, tu as raison, mes 5 premiers points de suture sont arrivés dans ces âges-là, 7-8 ans, avec un vélo en 650B où tu retournes le guidon. Tu retournais le guidon comme ça, j'ai connu ça. Et tu vas faire le con, et tu finis par te faire mal. Nécessairement. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. En parallèle de ça, en termes de scolarité, j'étais dans des écoles internationales, ma mère étant allemande. Et l'été, j'allais à Munich dans une famille d'échange. Okay. Donc j'ai parlé très jeune allemand. Donc j'ai grandi en bilingue. Et on a même, à un moment donné, dans l'itinéraire de mes parents, habité à Londres. Donc anglais, j'ai même un frère qui est né à Londres. Le petit dernier de ma fratrie. Et du coup, on est très européen, etc., dans le sens culturellement, etc. Donc, voilà, si tu voulais des détails, en voici. Et c'est comme ça que tu atterris en région parisienne, avec le VTT qui arrive. C'est ça. Et là, premier contact avec le vélo. Non, alors le vélo déjà avant, mais quand le VTT est arrivé, c'était une évidence. C'était une évidence. Ouais. C'était une évidence. Donc j'étais dans ce fameux club Sanglier du Vexin, on faisait un peu des trucs, j'ai même fait les 24 heures de Cergy, la Bouffée Montoise, tous les classiques de l'époque là-haut, avec des petits succès. Enfin voilà, je savais que j'étais pas trop mauvais, mais en même temps j'étais très occupé par plein d'autres choses. Je jouais aussi au rugby, on faisait de l'aviron, dans mes toutes jeunes années, on faisait du scoutisme, on faisait plein de trucs. Le vélo était une part. Ouais, une composante de ce qui t'animait, un loisir. Voilà. T'as jamais eu de plan de carrière, de te dire je veux réussir, je veux être pro, je veux vivre de ça ou non, voilà. C'était un moyen pour toi de te divertir. Et je me suis jamais dit que j'étais bon. Ouais. Enfin, on n'avait pas la culture de devenir sportif, même dans ma famille, puisque mes 2 parents étaient assez intellectuels, plutôt voilà, on devait faire un job en utilisant son cerveau. Mais du coup, je suis arrivé aux alentours de l'âge où il fallait faire l'armée. Et j'ai compris que si je voulais continuer à être dehors... Ah oui, il y a eu un autre phénomène entre-temps, en plus du VTT, il y a eu le snowboard, les années 90. Oui, et en découvrant le snowboard, on allait déjà au ski de temps en temps, on avait la chance d'aller à la neige de temps en temps, surtout avec les copains. Et je me suis dit, je veux absolument être à la montagne l'hiver. Donc j'ai cherché à... J'ai trouvé un plan, très concrètement, pour faire du snowboard au lieu de faire l'armée. Donc j'ai été objecteur de conscience dans les toutes dernières années où on faisait encore l'armée, mais je pense que franchement je dois être l'avant-dernière ou la dernière armée. Ouais, c'est possible. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le Vercors. J'ai tout de suite compris que c'était pas du tout des montagnes à freeride, à grosse puff, etc. Même si parfois on a des très bons épisodes, mais par contre j'ai aussi compris que c'était un endroit où on pouvait vivre à l'année. C'est un plateau très ouvert, il y a de la lumière, j'avais pas encore d'enfants, mais je savais que c'est là que tu t'es senti bien dans cet environnement. Il grandirait, exactement. Ouais. Je m'y suis senti bien. C'est important ça, d'arriver dans un endroit où tu te dis c'est là où je veux continuer ma vie. Où je me projette. Ouais, absolument. Ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, le VTT faisait partie intégrante de mes activités. Et donc, effectivement, je savais que j'aurais de quoi faire toute l'année en activité. Je courais aussi. Enfin, voilà. C'est vraiment un super endroit où vivre.
la suite, c'est que il a fallu, une fois que j'ai fait mon objection de conscience, donc dans un centre de vacances, on accueillait des groupes d'adultes, groupes d'enfants. Je me suis cassé la jambe d'ailleurs en snowboard. Et pendant ma rééducation, et c'est là que commence mon histoire d'animateur, pendant ma rééducation, j'allais à la salle de sport de Villard-de-Lans et je faisais du rameur, entre autres. Et les gens de la salle me voient régulièrement, etc. Et me disent, écoute, on a un objectif de battre un record pour le prochain Téléthon avec 10 rameurs. On se passe le relais et on essaye de faire 100 km à coup de 1 km à fond x 10 chacun. Et a priori, tu as des bonnes datas. Voilà. Tu as l'air d'être pas mal. Et c'était bien, j'avais besoin d'un objectif, c'était absolument idéal. Et le jour où on a fait ça, dans l'équipe de ces 10 personnes, il y avait le responsable de l'animation de Villard-de-Lans. Et on avait, donc tu sais, on est les uns à côté des autres, initiative Téléthon à côté d'initiative Téléthon à côté d'initiative Téléthon, et chacun veut qu'on mette des sous dans sa cagnotte. Et nous, on avait une petite enceinte avec un petit micro qui pendouillait. Et j'ai pris le micro et j'ai commencé à motiver les gens à mettre des sous dans notre cagnotte. Et là, le responsable animation me dit, écoute, c'est pas mal. Si t'as rien à faire cet été, je te prends dans mon équipe. C'est incroyable comment j'appelle ça moi des carrefours de vie, mais comment des carrières en tout cas peuvent être initiées à ce moment-là. Voilà. T'avais quel âge ? Là, je pense que j'avais 22, 23. Et est-ce que, alors tu nous diras la suite, mais est-ce que ça a déclenché quelque chose en toi ? Ou pas du tout, à ce moment-là, tu as suivi le mouvement. Il se trouve que ce fameux gars, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Jean-François Cereza, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a marqué mon histoire, était lui-même, par exemple sur les descentes au flambeau, etc., il était lui-même actif. Donc moi, je vivais dans cet écosystème de stations et je le voyais. Et il était déjà une inspiration. Et quand ce n'était pas lui qui avait le micro, ça me frustrait. Je le trouvais très bon, mais les autres, non. Et j'avais envie d'aller à la place des autres, les remplacer et faire comme lui. Voilà. Donc j'avais déjà cette motivation, sans me dire que j'allais en faire mon métier. Lui-même, il était d'ailleurs, je pense qu'il était moniteur de ski l'hiver, en plus d'avoir ses responsabilités à l'animation. Donc si tu veux, on faisait ça en dilettante. C'était pas... et d'ailleurs, quand tu travailles... Comme je te posais la question tout à l'heure au vélo, il n'y avait pas d'objectif. C'était juste, ça se présente comme ça, on va le faire, on va essayer de bien le faire et sans se prendre la tête. Et puis, éventuellement, je pouvais avoir en tête qu'il y avait des Daniel Manjas, des gens comme ça qui existaient dans le paysage, mais c'était pas mon univers. Je viens vraiment du VTT, du snowboard, tu vois, des trucs d'adrénaline, etc. Éventuellement, les personnalités qui tiennent un micro, ça serait plus qui m'ont inspiré, seraient plus les MC du basket américain. Oui, plus le côté show, quoi. Ouais, vraiment le côté show à l'américaine. Pas juste commenter, juste le côté show animé, vraiment animateur, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, dans je poursuis. J'ai plus ou moins, alors j'ai fait d'autres offices du tourisme. J'ai été au Club Med parce que ça, c'est une très bonne école. Quand j'ai compris qu'il y avait un truc à faire, parce qu'on me le disait. On me disait, ouais, t'as un potentiel. Donc, je me suis dit, il faut que j'en bouffe et qu'il faut que j'ai des repères, un cadre. Et à l'époque, le Club Med avait une école de formation, avait un club qui servait d'école de formation, qui était à Pompadour, dans le sud-ouest, et qui était super bien structuré avec des gens qui nous encadraient, qui nous donnaient vraiment de quoi faire nos preuves. Et ensuite, ils nous envoyaient sur le terrain et je suis parti à Agadir. Agadir, qui est un des... Alors, donc, tu avais 3 semaines de formation. C'était un peu la Starac, d'ailleurs, parce qu'au fur et à mesure, il y avait des gens de l'équipe qui disparaissaient. Donc, on a été dans les 3 derniers restants avec 2 autres... une consoeur et un confrère. Et ensuite, on partait dans les clubs un peu prestigieux. Et Agadir, c'est un peu là où tu as tous les producteurs de Paris qui viennent en vacances, etc. Et j'ai eu 2-3 contacts qui m'ont dit « Mais si tu viens sur Paris, moi, je te fais bosser. » Et dans ma tête, j'ai dit non, ça, c'est pas possible. Moi, je veux rester dans mon Vercors avec mon snowboard et mon VTT. Donc, ça a été aussi une façon de dire ce que je veux et ce que je veux pas. Ce qui est important, opportunité. Et je me souviens d'ailleurs que dans ton podcast que tu as fait au Québec, tu disais aussi ça, d'aller repérer les opportunités et de savoir de les trier, de savoir celles qui vont me faire avancer, celles qui me correspondent, etc. D'ailleurs, il y a un autre point important dans tout ça, qui est aussi similaire à toi.
c'est que j'ai pas eu le bac, non pas parce que j'ai été me présenter au bac, mais j'en avais strictement rien à faire. J'ai préféré, à l'époque, j'étais à Berlin, et je faisais la fête, etc. J'étais déjà dans un truc où j'avais le FOMO tout le temps. Il fallait absolument que je sois là où ça se passe. Et il se trouve qu'au même moment où je passais le bac, il y avait la Love Parade. C'était les tout débuts. Et il fallait que j'aille vivre l'instant présent. C'est intéressant dans tout ce que tu me dis parce que je comprends mieux un petit peu le parcours que tu as maintenant, quoi, tu vois. Et j'avais une certaine confiance en mes capacités, je l'avoue. C'est-à-dire que je faisais déjà des petits jobs, etc., où les gens me disaient c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc et dans une fratrie de 5, avec toutes les cartes que la vie m'a données, je savais que j'allais faire quelque chose. Ouais. Ouais. C'est important, ça, quand tu arrives comme ça dans le monde des adultes, on va dire, ou dans la vie active. Ouais. C'est quand même presque une qualité même d'être serein par rapport à te dire, bah, effectivement, le bac, voilà. Mais par contre, je me débrouillerai, je trouverai des solutions. Alors, serein, ça serait pas juste de dire que j'étais serein. Mais par contre, j'étais très éveillé à tout. Et j'ai toujours cherché à filtrer ce qui allait me faire avancer, et ce que je voulais, et ce que je voulais pas. Ce qui fait que j'ai très longtemps été dans une forme de précarité aussi. Oui. Et ça, il fallait être prêt à l'accepter. Ouais. Ce qui revient à un autre point que nous avons en commun, c'est qu'il y a un moment où je me suis retrouvé plus tard avec la mère de mes enfants qui a dit que j'étais instable. Et j'ai donc vécu une rupture, un peu comme toi, assez compliquée, avec un passage devant le juge aux affaires familiales. Mais ça, c'est plus tard. Et on pourrait faire des épisodes sur ça. Je suis sûr qu'on pourrait faire des épisodes sur ça. Mais ce qui est fondamental, c'est de se dire qu'on se respecte, je pense. Oui, c'est ce que tu veux dire. Tu vois, qu'on veut pas... On ne veut pas partir sur la première opportunité venue juste parce qu'elle nous met dans le confort tout de suite, dans l'immédiat. Donc ça nous amène aux alentours de l'an 2000. Et en l'an 2000, on fait un pari avec des copains où on dit, puisqu'on est toujours fan de snowboard, on va faire, puisque c'est l'an 2000, pas besoin de t'expliquer ce que ça représente pour nos générations, ce que ça représentait avant qu'on le passe. On dit, on va faire tous les mois de l'an 2000, les 12 mois de l'an 2000, il faut au moins qu'on ride une fois. Il faut qu'on pose nos planches sur la neige au moins une fois. Conclusion, l'été, il faut aller dans l'hémisphère sud. Donc, on est parti en Amérique latine, etc. On y a passé 6 mois. Enfin, j'y ai passé 6 mois. Les autres m'ont rejoint, etc. Belle expérience. Super. Constitutive de l'adulte que je suis. Oui. Tu vois, vraiment partir, se jeter dans le vide et partir... L'inconfort. L'inconfort total, dormir dans des slums, vivre des tremblements de terre dans une cahute, avec dans le même épisode des inondations dans tout Santiago du Chili, des ponts arrachés, des trucs, et toi, tu es là. Et en même temps, tu es à ta place, et quand tout s'arrête, le ciel s'ouvre, et les Andes sont plâtrées blanches parce que ça fait une semaine qu'il pleut et donc en montagne ça fait une semaine qu'il neige. Ah oui. Et c'est parti, la saison commence. Tu ne retiens que ça. Voilà. Ça efface le reste. Non, je retiens tout. Non, je retiens tout. Je retiens vraiment tout. J'y ai aussi rencontré celle qui deviendra la mère de mes enfants, etc. Donc qui est une Française, mais qui passait aussi par là-bas. Donc passage important alors. Passage très important. Ouais. Passage vraiment fondateur. Et puis... Mais là, dans ton esprit, il y a pas de micro, il y a juste prendre du plaisir avec des amis dans ce qui t'anime. Oui, tu as déjà des projets qui commencent à se positionner. Oui, parce que j'ai pas des projets de speaker. Par contre, je sais que je travaillerai j'ai déjà travaillé dans des agences, etc. Et je continuerai. Je sais que je suis fait pour être dans l'événementiel. Donc ça, je le sais déjà à l'époque, ouais. De mes 25 ans, je le sais, ouais. Et d'ailleurs, on rentre en France, on s'établit dans le Luberon, on ouvre une petite boutique de vente de glace et de jus de fruits, etc. Et au bout de 2 ans, ça marche, super. Mais au bout de 2 ans, je dis, c'est pas possible, c'est pas moi. Parce que je suis pas dans ce contexte, justement, dans lequel... T'es pas commerçant, toi. Exactement, ouais. Parce que là, il faut être commerçant. Oui, absolument. Et puis, il faut être tous les jours au même endroit. On partage ça aussi. Disponible. On n'arrête pas de voyager, on a besoin de ça. Et
Et là, je ne l'avais pas du tout. Donc, je dis à ma conjointe, écoute, on va essayer de faire l'été là où on est, puis l'hiver à la montagne. Et donc, on fait ça en partie. Et donc, petit à petit, je redeviens... j'ai un pied en montagne et je suis gérant, enfin, pas gérant, mais responsable d'un magasin de ski. Ça dure 4-5 saisons à Risoul. Okay. Super bien. J'adore ce coin-là. Je découvre les Hautes-Alpes, etc. Et ça, c'est aussi une composante importante. C'est que finalement... Je suis parti au Chili, en Amérique latine, je reviens dans le Luberon que je ne connaissais pas. Là, je fais le Ventoux, mon premier vélo de route que je loue pour aller faire le Ventoux. Entre autres, il se passe évidemment plein de choses. Il y a aussi le faire du VTT dans les ocres autour du Pays d'Apt, etc. Aujourd'hui, tout ça, ce sont des choses que je connais et qui alimentent mon discours. Et qui nourrissent ma culture du vélo. Et ce sont des choses que j'ai faites réellement. Et sans savoir à l'époque, je me suis enraciné dans ce qui est aujourd'hui... ça t'animait aussi. La voie. Mais c'était complètement naturel. Voilà. Complètement naturel. Je ne me suis pas forcé. S'il fallait se déplacer pour aller sur un événement de VTT dans une des carrières où il y avait 3 copains qui avaient construit une bosse et qui faisaient des sauts, j'y allais. Voilà. Et donc voilà. Et puis, j'arrive à convaincre la mère de mes enfants qu'il faut qu'on revienne dans le Vercors. On y arrive. Je bosse avec une... Donc ça veut dire fermeture du petit commerce. Oui, ça on a arrêté. Ça on a arrêté, on a vendu. Et puis on revient à Villars. Et je respire. Alors, tout est long, c'est toujours des fondus enchaînés, c'est pas des situations avec une cassure et d'un coup la fenêtre s'ouvre. T'as cette espèce d'idée en tête, tu sais que tu dois y arriver. Elle n'était pas du tout prête à aller en montagne jusqu'au moment où elle dit allez, on y va. Et après, elle y est restée. Et même quand on s'est séparés, elle est restée encore très très longtemps à Villars. Et c'est ce qui est bien dans ces fondus enchaînés, c'est que ça sert aussi de moments où tu rencontres, tu développes, tu te testes et finalement tu vois si tu es réellement capable. Et là, encore une fois, quand je te parle de précarité, on a monté un circuit avec une amie qui voulait faire du freestyle ski et snowboard pour les enfants, un espèce de circuit junior, et qui nous a aussi fait aller dans plein de stations. Donc là aussi, j'ai encore emmagasiné des contacts, des connaissances. Des contacts, aussi la mentalisation de la cartographie des Alpes. Telle station est dans telle vallée, on y accède par tel endroit, par quel col. Et ça te sert forcément aujourd'hui. Ça te sert forcément. Voilà. Et tout ça, c'est les années 2000-2010, enfin 2005-2010. Donc c'est là où, je déclenche, parce que tu parlais tout à l'heure à partir de 2008. Voilà, et c'est là où je dis, je dois pouvoir en faire mon métier. Il y a des gens qui sont prêts à m'embaucher, etc. Et quand tu dis faire ton métier, c'était quoi? C'était speaker, animateur? Parce que, est-ce que tu fais une différence entre speaker et animateur? Oui. Speaker, c'est très spécifique. Un animateur, tu sais, on dit... animateur de réseau, animateur commercial, animateur... Oui, je vois ce que tu veux dire. Animer, c'est celui qui donne l'âme. Et en fait, effectivement, quand tu es dans un groupe, si tu portes l'âme du projet, tu es animateur. Speaker, c'est une fonction très précise qui est de donner des informations, faire vivre un événement selon un programme, selon des horaires, etc. Ce qui n'empêche pas que les deux soient évidemment liés. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est évidemment une petite distinction. En tout cas, à partir de 2008, je me dis que c'est jouable et je commence à vendre mes services. Quand tu dis c'est jouable, ça veut dire, tu te dis, je vais en faire... Alors, mon métier, comme tu l'as dit, tu as déjà fait des choses, mais... Oui, en fait, j'ai déjà des demandes. Voilà. Ouais, j'ai déjà des demandes, donc il faut que je puisse facturer. Donc, c'est aussi pour ça. Oui, bien sûr. Elles ne me font pas vivre à l'époque, mais elles me permettent déjà de mettre un pied dedans et j'y crois. Je sais que ça va être long. Et puis... et je sais qu'il faut que j'augmente mon marché, etc. Donc, en fait, tout est... En fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui est satisfait de ce que tu fais sur un événement, un organisateur qui est satisfait de ce que tu as fait, que ce soit comme régisseur, chef de projet, parce que je bossais aussi pour des agences en chef de projet, etc. On te rappelle. Oui, mais il te rappelle, mais pour l'année prochaine.
Oui, donc je vois ce que tu veux dire. C'est one shot dans l'année. C'est ça. Et donc, il faut que tu trouves une multitude de clients pour pouvoir effectivement... C'est ça. Donc, même si ça fait une belle ligne sur le CV, il faut... Oui, l'événement s'arrête. Il commence à 14h, il finit à 18h ou 20h. Il est annuel. 2 jours ou 3 jours. Et après, oui, c'est terminé. Je vois ce que tu veux dire. Donc, j'ai un peu navigué entre des choses que je facturais en tant que travailleur indépendant et des jobs que je prenais en CDD, des missions. D'autre part, je me suis formé en tant que mécanicien au CNPC, chez nous à Grenoble, aussi pour pouvoir, puisque j'avais cette carte, en ayant été responsable d'un magasin de ski, j'avais cette carte aussi de savoir travailler dans un shop. Et je ne voulais pas la perdre. J'aime beaucoup l'univers. Je suis un peu geek. Il y a des gens qui sont beaucoup plus geeks du matos que moi, mais j'aime beaucoup le matériel. Ouais, j'ai toujours suivi... Je ne veux pas dire le vélo avec lequel tu es venu, mais ça se voit. On voit qu'on aime le beau matos. Voilà, j'aime le beau matos. Et pas seulement le beau, d'ailleurs. J'aime le matos qui a une histoire. J'aime les gens qu'il y a derrière le matériel, qui sont des développeurs, des ingénieurs, etc. Et j'ai toujours lu... Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup aujourd'hui, c'est de faire partie des événements Vélo Vert depuis un moment, depuis plus de 10 ans, je pense, parce que Vélo Vert était chez moi, dans la salle de bain et les toilettes tout le temps. Et même mon père le lisait, et il nous le piquait. On était plutôt moi, principalement, mais les garçons de la famille, à lire ce magazine. C'est génial, ça. Et donc, tu vois les pages matos et tout, et je les relisais. Et ça m'a nourri, ouais. Ça m'a nourri. Ça et les athlètes. J'aime bien aussi connaître... Est-ce que ce que tu t'imaginais comme métier en 2008 et aujourd'hui, est-ce que c'est dans la continuité de ce que tu t'imaginais ou est-ce que le métier a forcément évolué, mais est-ce qu'en tout cas, tu es dans la direction dans laquelle tu t'imaginais être en 2008? C'est une bonne question et je me la suis jamais posée comme ça. Mais franchement, je suis là où je voulais être. Ben voilà, c'était la réponse que tu pouvais donner. Tu vois. Ah ouais. Tu m'aurais dit en 2008, en 2025, tu seras là. Oui, c'est deux choses différentes. C'est que ce que je veux dire, c'est est-ce que ce qui t'animait en 2008 de vouloir faire ce métier, est-ce que ça t'anime toujours aujourd'hui en fait? Ah oui, pardon. Oui. Encore plus. Encore plus, parce que forcément, là, aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience, le statut que tu as, les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, donc quel kiff ça doit être pour un passionné de vivre et de faire vivre, parce que c'est ton rôle aussi, c'est de faire vivre ces moments-là. Ouais. Je pense qu'il faut avoir ultra confiance que tu es là pour faire vivre. Tu es vraiment un vecteur et tu n'es pas là pour vivre toi. C'est d'ailleurs la... difficulté. Par exemple, on a un problème, nous les speakers, c'est qu'on est capable de... On était ensemble au Rock d'Azur il y a 2-3 jours. Si je te vois dans la foule alors que je suis en intervention et que je te dis « Salut Arnaud » au micro alors que j'ai 250 personnes devant moi, c'est pas correct. Et ça m'arrive de le faire. Et je sais très bien que les confrères le font, on le fait tous parce que ça nous échappe et qu'on ne met pas le micro de côté. Pourtant, c'est pas correct. Je ne suis pas là juste pour toi et je ne suis pas là pour vivre ma vie dans une relation avec quelqu'un. Je suis là pour l'ensemble de l'événement. Et vraiment, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on réfrène. Mais c'est naturel et c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Mais à partir du moment où l'animateur, justement, devient tellement central qu'il oublie qu'il est là pour l'événement, alors il n'est plus à sa place. Et vraiment, on est là pour porter le projet d'autres qui ont réfléchi. Tu es organisateur toi-même. Tu ne me fais pas venir à Mandelieu pour que je raconte ma vie. Tu me fais venir à Mandelieu pour qu'on s'intéresse aux finishers de la Race Cross France. Mais c'est presque un travail journalistique. Comment tu prépares tes événements? C'est-à-dire que que ce soit le rock ou sur une Race Cross ou un autre événement sur lequel tu es missionné, comment est-ce que tu prépares ça? Alors, tu as remarqué que sur les réseaux, je m'appelle Phil par le vélo. Oui. Parce qu'il y a un moment où j'ai pris la décision de n'être plus qu'actif dans le cyclisme, au sens très très large. Ce qui me permet, en entonnoir, de récupérer tout ce qui traîne autour du vélo. À la marge, ce qui est fondamental, tout ce qui est l'univers. Et je suis plongé dedans tout le temps. Vraiment tout le temps. Tu as animé également le Cargo Bike Festival, Cargo Bike Festival à 2 pas d'ici, etc.
Et donc, à partir du moment où tu es dedans, d'une part, tu regardes tout ce qui se passe, évidemment. Ça va être hyper enrichissant. Oui, et puis avec les algorithmes en 2025, oui, c'est facile, ça revient vers toi. Et puis, en plus, les organisateurs me fournissent. Donc j'ai un fil permanent de choses qui rentrent dans mon cerveau. Et puis, je note. Et puis, j'ai un cahier que je classe les documents de façon à pouvoir les ressortir l'année suivante. Donc, j'ai un cahier que j'ouvre une fois par an à chaque page. Et donc, tu as l'événement de l'année passée. Donc, je récupère ce que j'avais en 2024 et je pars avec sur 2025. Intéressant. Mais c'est aussi l'avantage, tu disais tout à l'heure, nous, on a un client par week-end et après, on ne le revoit plus l'année d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le statut que tu as, ça devient un avantage presque, parce que ça veut dire que tu peux booker tes années quasiment d'une année à l'autre. C'est un super avantage, effectivement. Je suis capable de te dire que l'année prochaine, je serai au Rock d'Azur. Bah ouais, tu seras c'est incroyablement confortable pour un travailleur indépendant. Et là où je suis passé par une grande précarité ouais, j'ai vraiment mangé mon pain noir et aujourd'hui, la roue a tourné. Ouais. Bah, c'est la consécration d'un travail bien fait. Ouais. Que vous partiez en gravel, en bikepacking ou que vous rentriez du boulot le soir, chaque détail compte. Des pneus adaptés, une sacoche bien placée, une chaîne impeccable, c'est là que Cyclable entre en jeu. Que ce soit pour une escapade en pleine nature ou traverser la ville, tu peux tester et personnaliser ton vélo avec des experts et des professionnels cyclables dans 83 magasins en France et en Suisse. Parce qu'un vélo bien préparé, c'est tout simplement plus de plaisir, plus de kilomètres et surtout plus d'aventures. Ok, travail bien fait, je suis consciencieux, etc. Je t'ai vu hésiter tout à l'heure quand tu as dit je suis animateur professionnel. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un temps d'hésitation sur le professionnel. En fait, le truc, c'est qu'on est choisi. Tu décides que ça t'intéresse de le faire, t'essayes de le faire. On est nombreux à prendre un micro, oui. des étudiants dans leur bureau des élèves, etc., qui animent à leurs 20 ans, ne deviendront pas nécessairement animateurs. Non. Et pourtant, ils avaient déjà la fibre, Mais de là à ce que les gens en face te disent « Ok, ça correspond, je peux prendre ce que je vois et je la mets dans le contexte de l'événement tel que je l'imagine », ça m'appartient pas en tant que speaker. Ça appartient aux autres. Donc, je suis un outil et on vient me mettre dans un usage. Je pense qu'il faut être très à l'écoute de la demande. Il faut vraiment choper la fibre de ce que cherche à faire vivre l'organisateur. Et ensuite, faut le rediriger. Et donc, mon canal, c'est ma personnalité, ma compréhension des choses, etc. Mais je ne peux pas dire que d'un événement à l'autre, je change de ton, je change de vocabulaire, etc. Je reste le même. Mais par contre, l'âme, encore une fois, l'âme d'un événement doit quand même être très corrélée à son initiateur ou à ses initiateurs, aux organisateurs. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que parfois, quand tu prends le micro, est-ce que tu mets le masque de l'animateur et une fois que c'est terminé, ou du speaker, une fois que c'est terminé, tu le poses et tu redeviens fil? Oui. Je te pose la question parce qu'il faut quand même être... en capacité de prendre le micro devant, on parlait du rock, mais d'autres événements auxquels tu as fait vivre justement ces émotions, je pense au JO, mais en tout cas face au public, il y a quand même des milliers de personnes qui te regardent. Ouais. Alors que tu me disais, est hyper stressé de faire un face-à-face avec moi. Je suis beaucoup moins à l'aise de me dévoiler là aujourd'hui que d'avoir ce masque, parce que là je ne l'ai pas, que d'avoir ce masque qui me permet de parler à des milliers de personnes sans problème. Alors que je prends mon exemple, moi je suis très à l'aise devant un micro, caché derrière mon micro, mais jamais je pourrais faire ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Jamais de la vie, quoi. En fait, quand tu parles devant des milliers de personnes, tu parles à une personne. Tu tutoies le public. Ah, il y a aussi un autre truc que j'ai oublié dans tout mon parcours et qui est fondamental, c'est que durant ces années dans le Vercors, là, après les années 2008-2009, il y a un truc phénoménal qui m'est arrivé. D'ailleurs, le tremplin, il est là, en fait. Et il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est qu'on a une course assez emblématique sur le Vercors qui s'appelle la Transvercors, qui existe en hiver en ski de fond et en été en VTT, qui n'existe plus mais qui existait, et sur laquelle je travaillais. Et il y avait un show trial. Tu sais, souvent, il y a des shows sur les événements. Des démonstrations, etc.
Et il y a eu convergence entre mes débuts au micro, de façon professionnelle, et les débuts d'une équipe qui s'appelle Freestyler, qui était emmenée par Johan Tribula, qui est toujours emmenée par Johan Tribula, mais qui s'appelle plus Freestyler. Et je suis sur cette ligne. Ils n'ont pas de speaker. On me demande si je veux bien animer le truc. Je le fais. Et comme j'aime le show à l'américaine, je le fais à l'américaine. On est sur une place, je pense qu'on est à Vassieux-en-Vercors. Autant dire, tu connais. Oui, bien sûr. Oui, autant dire dans le trou du Vercors. J'adore Vassieux. Et puis, c'est évidemment un lieu chargé. Et on fait ce truc. Et Johan me dit, j'ai plein de dates à te proposer. Je lance mon truc, je lance mon show, on va tourner, mais avec toi au micro. Et je voudrais que tu sois au micro. Et à partir de là, on m'a beaucoup vu sur des événements vélo. Et aussi sur d'autres. Ça a été un déclencheur, tu penses ? Et ça nous a même amené, ça a été fondamental. Pour toi, ouais. Ça a été un déclencheur pour tout le monde. Pour toi, pour lui ? Oui, parce que tu mettais en valeur on s'est amené mutuellement, absolument. Ça nous a même amené en Inde, parce qu'en fait, ils ont fait... Freestyler a fait... comment ça s'appelait Incroyable Talent. Et ça, c'est des séries télévisées qui existent un petit peu partout. Et donc, ils ont été et en fait, repérés. Une fois que tu sors de ça, quand tu n'as pas encore signé des très, très gros contrats, il y a des gens qui te disent, je te paye le voyage, tu viens chez nous, pas très cher, tu fais ta démo. Et nous, eux, ça leur permet d'avoir un spectacle. Toi, ça te permet d'aller à l'autre bout du monde. On a littéralement été à Bombay pour 20 minutes de show avec cette affaire. C'est pas ma plus grande fierté, mais c'est une sacrée expérience. C'est ce que j'allais dire, toi qui te déplaces en vélo. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir à quel moment ça pivote. Et donc, suite à ça, ça veut dire que tu es, comme tu l'as dit, tu es vu, on entend ta voix. C'est ça. Et c'est là que derrière, tes missions commencent à évoluer. Mais quand même, à cette époque, j'avais les cheveux longs, un bandeau rouge dans les cheveux, des lunettes blanches. Je sautais dans tous les sens. Tu me montreras une photo en off. faudrait que j'ai... Ouais, je pense que j'en ai encore, bien sûr. Et j'harangue la foule, vraiment en showman. C'est là aussi où... Comment est-ce qu'un organisateur de salon, très posé, 8 heures par jour, voit ce gars qui s'excite 3 fois par jour, une demi-heure, et se dit, mais tiens, lui, fait la transposition. Lui, je le verrais bien prendre le micro. Et encore une fois, ce sont les gens de Vélo Vert, notamment, Thierry Como, qui me dit, on veut bien essayer. Et le jour où Vélo Vert... Tu démarches ou c'est eux qui viennent ? Non, c'est eux qui viennent. Mais le show avait déjà lieu à Villars. Ok, donc tu étais déjà dans sur un ancien festival, et eux, ils viennent parce qu'ils savent que l'année suivante, ils vont faire leur festival sur place, et ils me voient, et ils me disent, écoute, c'est cool, si t'es avec nous, c'est cool, t'es à la maison, enfin, on aime bien ce que tu fais, etc. Et le premier format du Vélo Vert Festival à Villars-de-Lans est tel que j'ai la capacité en 2 jours ou 3 jours à l'époque de salon, je ne sais plus, mais en tout cas, de passer par tous les stands et d'avoir une interview qualitative avec chacun des exposants. Ah, magnifique. Et les organisateurs Thierry me le dit encore, hein, il était bluffé, il me dit t'étais dedans, on était tous avec toi, on entendait... J'allais chercher ici une adaptation sur un cadre pour... Enfin, bon, bref, j'allais vraiment... je sortais de ma formation CNPC et j'étais au taquet. Et donc, désormais, ça n'existe plus, de pouvoir vraiment aller voir tous les stands, parce que je bosse sur des événements qui sont tellement gros qu'en fait, on a des espaces partenaires désormais, comme on avait au Rock cette semaine. Et puis, sur tous les gros événements, tu mets en lumière, tu fais partie en tant qu'outil, le speaker, il fait partie des outils de communication, et tu mets en lumière les partenaires. Ça, c'est contractuel. Hein. Je ne peux pas parler d'une marque A si la marque B est partenaire. Vraiment, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, on parle de ton arrivée dans le métier, mais aussi l'évolution dans le métier et les contrats. Probablement qu'au tout début, c'était allez, on se serre la main, on y va. Exactement. Et maintenant, de par les événements sur lesquels tu interviens, j'imagine que tout est cadré. J'ai un contrat avec ASO qui leur permet d'utiliser ma voix et mon image sans restriction. Et qu'il a fallu que je signe pour qu'ils puissent utiliser, s'ils font des captations vidéo, etc.,
qu'ils puissent utiliser sans avoir besoin de me demander mon autorisation. Pas de problème. Ça fait partie du métier, bien sûr. Mais ça peut être bien aussi d'être identifié, que la voix, tu vois, parce que la voix, sur le Rock d'Azur, on en parle, mais c'est des centaines de milliers de personnes, on ne te voit pas, on t'entend. Ouais. Mais on te voit quand tu fais la remise des prix ou quand on te croise un peu, mais on t'entend plus qu'on ne te voit. Absolument. Donc la voix est associée quelque part à l'événement. Je trouve que c'est important aussi, moi, en tant qu'organisateur, là je parle. Alors par exemple, sur le Rock d'Azur, on est 5. Moi, avec des missions très précises. Voilà, avec des missions très précises. Moi, je suis sur le village partenaire, justement. Et les confrères sont sur les sas départ, lignes d'arrivée, tout ce qui est déporté aussi. Tu sais, il y a le rock ruelle le soir, le gravel et le trail qui part de Roquebrune-sur-Argent, etc. D'ailleurs, on a tous ce contrat-là, tout simplement parce que eux, quand ils mettent l'ambiance pour donner un départ, ça, c'est évidemment des choses que les vidéastes enregistrent. Et puis derrière, ça donne des vidéos récap, etc. Mais néanmoins, c'est valorisant, mais néanmoins, j'ai beaucoup de mal à m'entendre. C'est pas du tout sûr que j'écoute ce podcast, par exemple. Ça, c'est aussi. Ça va être pourtant un très bon podcast. Mais c'est aussi, assez délicat. Je ne réécoute jamais mes épisodes non plus. Voilà. Ouais, c'est sûr. Non, c'est intéressant de voir comment tu as pu évoluer. Quand tu termines ce fameux festival où là on te fait confiance et tu faisais tous les stands, là tu te dis ça y est, c'est parti. Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Encore aujourd'hui, tu ne te dis pas ça y est, c'est lancé. Pas du tout. Pas du tout. Je peux te le dire, ça y est, c'est lancé. Merci. Mais oui, tu fais partie du paysage, quoi. Ouais, mais il y a des jeunes confrères qui arrivent qui sont très très bons. Il y a des effets de mode. Il y a tout un tas de choses. Non, c'est jamais fait tant que c'est. Mais c'est probablement aussi dû à ton parcours et comme tu dis, la précarité à un moment donné dans laquelle tu étais. Fait que tout ça, tu restes concentré, quoi. Voilà, faut rester concentré. Et explique-nous comment tu arrives sur les JO, parce que ça, je trouve ça extraordinaire. C'est une belle, je sais pas si on peut dire récompense, mais en tout cas, quand on fait ce métier-là, on fait ce métier, sans parler de contrat, ne serait-ce que de vivre et d'être à la place celle que tu avais, magnifique. Ouais, c'était fou. Écoute, automne 2023, le téléphone sonne. Bertrand Josué, ancien responsable de l'événementiel au GET, m'appelle. On n'a jamais bossé ensemble. On se connaît, mais on n'a jamais bossé ensemble. Et il me dit, Phil, je vais être en charge de la partie VTT, je ne sais plus exactement, ils sont toute une équipe, je ne sais plus exactement sa casquette, mais en tout cas, il fait partie de cette équipe. Et il me dit, je vais soumettre ton nom, je voudrais te demander si tu es d'accord, mais je vais soumettre ton nom à l'organisation. Et il se trouve que moi, je ne fais pas le cross-country, en fait, sur le paysage français, sur les Coupes de France. Je fais l'enduro, de temps en temps un peu de DH, mais je ne fais pas le cross-country parce que historiquement, c'est Eric Daven qui le fait. Je dis, écoute, non, c'est à Eric d'y aller. Il me dit, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe. On voudrait proposer ton nom. Eric, il sera probablement aussi dans les prétendants, mais on voudrait proposer ton nom. Et en fait, c'est Randy Ferguson qui est le speaker UCI international, le Québécois, qui fait toute la scène internationale. Il était encore à Kigali pour les mondiaux là, de route, etc. Il est tout le temps. Dès qu'il s'agit d'une compétition UCI, il est dessus. Il était à Sainte-Anne le week-end dernier. Il était à Sainte-Anne, on l'entend. Il est toujours derrière. Lui aussi, c'est une voix, absolument. Tu ne le vois pas, mais tu le grain tout de suite, tu te dis... Et il se trouve qu'avec Randy, on s'entend vraiment très très bien. Ça match. Et quand il s'agit de faire des binômes, par exemple au JO, bon, je pense que ça donne une connotation. Je pense que les organisateurs de JO... aussi, c'est différent une manière d'animer ou de faire un speaker avec... En binôme, c'est totalement différent. Ouais. Et vraiment, les organisateurs avaient voulu que ce soit une très grande fête. Et donc, ils ont été dans les détails. Et quand il y avait ces alchimies-là, et qu'elles étaient identifiées, ils les poussaient. Donc, voilà. Quand le téléphone ressonne pour te dire que c'est toi,
Je ne sais plus. Mais après, c'est des mails et tout. Puis tu sais que c'était un sacré tunnel pour passer tous les filtres. Je pense que j'ai été mes Instagram, j'ai été espionné pour savoir si j'avais pas des facettes, des casseroles, des facettes et le moment sombres. Et le jour venu. Et alors, le jour venu, ça a été une des façons de faire mon métier les plus faciles de toute ma carrière. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, on avait 2 courses d'1h30 chacune, les femmes et le lendemain les hommes. Oui, parce que tu es au micro quand Pauline est championne olympique. Magnifique. Je l'annonce sur le podium. Magnifique. Et on l'entend à la télé avec Randy. Non, c'est fou. C'est fou, là, j'ai des émotions. Oui, c'est ce que je vois. Tu imagines le chemin. Là, ça fait 45 minutes qu'on parle. C'est facile, tu vois ce que je veux dire. On explique le parcours d'une vie qui l'amène, mais tout le travail qui est fait derrière pour arriver à ce moment-là, c'est magique. Et donc, en fait, on a 6 journées sur place à Paris, dont 4 de répétition. C'est ce que quand tu m'as dit ça, je m'étais dit, moi, c'est qu'il y a une équipe qui l'accompagne dans la préparation. Tu vois, mais c'est incroyable. On avait un régisseur, donc on a les oreillettes. Confort. On est très confort. Pour te dire un truc, le poste de travail est en place. Tu arrives les mains vides. Déjà ça change. Et le poste de travail, il comporte 2 écrans, chacun, Randy 2, moi 2, dont un qui est commun à tous les speakers des JO et qui est relié à une base de données qui te donne tous les noms de tous les athlètes avec la façon dont on les prononce. Tu peux écouter la prononciation les noms. Donc il y a un vrai support. Un outil de travail incroyable. Et puis, tu as le feed de la presse, donc tu sais exactement ce qui a été dit. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais Tom Pidcock avait dit, par exemple, oui, mais ce parcours des JO, c'est un truc de gravel. Tu te souviens, il avait mis un petit taquet. Et nous, on se demandait avec Randy, parce qu'on avait fait le track walk, donc on était allé un petit peu partout, et on se disait, est-ce qu'on va dire que Pidcock a dit ça ? C'est bien simple, tu ouvres ça, à partir du moment où le CIO met ça dans le feed, c'est que tu peux le dire. C'est pas qu'il faut le dire, c'est que tu peux le dire. Tu peux le dire. Ça a été validé. C'est validé. Ah ouais, donc grosse équipe en préparation. Ah ouais. Un confort incroyable pour toi. Incroyable. Quand on voit le parcours que tu nous expliques d'arriver à ça, est-ce que pour toi, avant que tu nous parles des émotions que tu as eues en appelant Pauline sur le podium, mais est-ce que quand tu es arrivé là, tu t'es dit, j'ai fait tout ça pour ça, quoi. Non, toujours pas. Toujours pas. À aucun moment. Mais même, et je veux pas me le dire. Il n'y a aucun moment où je veux dire, il n'y a pas à se le dire, et c'est pas en se le disant que tout va s'écrouler. Tu veux que je te dise ? Non, mais tu veux que je te dise, Arnaud ? C'est ce que je voulais faire. Enfin, j'ai beaucoup plus la vivre hantise. ça. J'ai beaucoup plus la hantise d'un jour que ça arrête. J'ai toujours ce FOMO, ce fear of missing out. J'ai toujours le truc où je me dis, et je pense que tous mes confrères speakers te diront ça. Vraiment, et consoeurs d'ailleurs, parce que je ne veux pas oublier les filles. Et on a besoin de plus en plus de nanas également, de voix féminines. Mais c'est une parenthèse. Mais le fait de vouloir y être est sans arrêt remis sur le tapis. On a terminé le Rock d'Azur là, il y a 2 jours. Là, je pars en Corse pour les championnats de France d'enduro. J'ai qu'une hâte, c'est de les vivre. Ah oui, tu vis l'adrénaline. Non, mais vraiment, vraiment. Ça m'excite. Et justement, donc, quelles sont les émotions qui t'ont traversé quand c'est toi qui appelles justement Pauline à monter sur le podium ? Alors, tu la croises avant. Alors, c'est pas moi, c'est Randy et moi. C'est très important. Vraiment, on est ce binôme. Mais avant ça, il faut quand même dire un truc, c'est que quand je raccroche après cet appel à l'automne 2023, je dis à ma femme... si je vais au JO, c'est pour voir Pauline gagner. Et je savais qu'elle allait gagner. Je savais. Moi, je sais que j'ai enregistré un podcast avec sa sœur, Axel, quelques mois après. Et c'est vrai qu'elle-même me disait, mais en fait, quand elle a décidé de faire quelque chose, les gens la connaissent que parce qu'elle veut bien montrer, mais c'est une tueuse derrière. C'est une tueuse. Quand tu vois qu'elle franchit toutes les lignes d'arrivée des Coupes du Monde qu'elle gagne en 2023, sans jamais ou à peine lever les bras, elle est focus sur la suite. Oui, exactement. Elle n'est pas du tout... C'est pas une enfin, elle est satisfaite, je veux dire, mais c'est pas l'aboutissement. Elle est en mission
Et c'est juillet 2024, clairement. Et puis après, en plus, on sait que l'équipe dans laquelle elle était faite pour gagner. Quoi. Vraiment. Donc, on déroule le truc. Non, mais il faut quand même que je te raconte les entraînements, les répétitions. On a fait des courses à vide. En fait, l'équipe de France de VTT, puisqu'on est à côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, fait 3 tours. Et nous, c'était les speakers, Randy et moi, c'était rien du tout notre mission. Il faut voir ce que ça demande en équipe technique. Les gens ne voient pas ça. Voilà, les gens ne le voient pas. Mais c'était ça qui était important. Le placement des caméras, la coordination. Et la coordination des remises des prix. Parce que ça, c'est fondamental. Arriver avec le drapeau, les militaires, monter les drapeaux, bien mettre en place. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'image, mais on voit l'arche de départ et le podium est juste devant et les athlètes sont positionnés derrière et vont monter. Et là, on a cet immense champ de la ligne d'arrivée d'Elancourt. Et évidemment, il faut que personne croise derrière et tout. C'est une image propre. Et tout ça, il faut que ça soit parfaitement coordonné. Donc, derrière caméra, il y a des gens qui font des signes en disant « approchez, montez », etc. Oui, c'est l'envers du décor. Sauf qu'en fait, les athlètes, elles sont complètement dans leur bulle, elles ne le voient pas, etc. Donc, ça aura donné un truc qui, par exemple, au moment où on appelle Jenny Rissveds, qui est 3e, la Suédoise, à monter, elle n'entend pas tellement tout le monde crie et tape sur les Aquilux des barrières. « Pauline, Pauline !» Et des Marseillaises et des machins. Rissveds, qui est aux anges, tout le monde est aux anges, n'entend pas et ne monte pas. Donc le régisseur nous dit, vous attendez, elle va peut-être bouger, elle ne bouge pas, ok, vous recommencez. Et à chaque fois, et donc là on monte le volume des micros, on baisse toute la musique, il faut qu'on passe par-dessus la foule. Et à chaque fois qu'on parle, je lance en français, Randy complète en anglais. Le français est la langue haute en premier. Et c'est lui, en fait, qui annonce les noms. Donc moi, je lance la phrase en français. Lui, il reprend la phrase en anglais et il donne le nom. Et donc, il s'est passé cette minute télévisée où on entend nos voix. Ah, je pense qu'on était mieux, la captation était mieux pour la télé que sur site. Et du coup, on entend nos voix, mais il ne se passe rien. Rissveds ne monte pas sur le podium. Donc, une minute plus tard, elle le fait enfin. Mais la ferveur était telle que cette minute, on avait envie de la vivre. En fait, elle fait partie même de cette histoire de télévision. Voilà, j'ai dû dévier par rapport à la question. Non, mais c'était ce que tu as, les émotions, tu les décris. Oui, voilà, les émotions. Mais on était bras dessus, bras dessous. Il y a une vidéo sur nos réseaux sociaux que même Pauline a repartagée, où on la voit passer. Et il y avait un des jeunes coproducteurs qui nous filmait derrière, tellement on était en émoi total. Enfin, on était dans une cabine. Tout au bord, on était dans des Algeco tout au bord de la ligne. Donc en fait, on voyait la ligne, mais tous les fameux appareils dont je te parle, il y avait tellement d'électronique et tout, on était à l'abri, quoi. Et comment on passe de ce moment-là à un petit événement le week-end d'après? Comment on arrive, parce qu'on parle beaucoup, moi je reçois beaucoup de sportifs où j'explique la descente après un gros événement, une grosse victoire. Et toi, tu vis des choses également de manière très intense. Comment tu passes de ça à faire vivre cet événement-là à un événement où c'est le même rôle, quelque part, mais c'est pas la même scène, quoi. Ouais, mais c'est le même rôle. Donc tu es dans le même rôle. Peu importe. Tu restes focus sur... peu importe la taille de l'événement. Ouais, c'est le même rôle. Et je pense que j'ai plus le côté down en saison off. Là, aux alentours de Noël. Parce que tu n'as plus l'adrénaline que tu peux avoir avec tes rencontres. Et je sais que je suis pénible à vivre en intersaison. Cette période. Ouais. C'est là où il faut rappeler Phil pour lui dire tu peux être disponible, c'est là, c'est décembre. Non, mais j'en ai besoin. Moi, décembre. Mes grandes vacances, c'est novembre-décembre. Ah non, ça c'est intéressant. Et hormis cette anecdote que tu viens de nous partager, est-ce que tu as une autre anecdote, quelque chose qui t'a marqué à travers le métier que tu exerces? Ma tête est pleine d'anecdotes.
En fait, c'est que dès que quelqu'un me lance sur un truc, j'ai quelque chose à raconter. Mais ça aussi, n'importe quel confrère a ça. Et puis, c'est même pas propre juste à nos métiers, mais quand on vit beaucoup de choses comme ça, on est toujours très liés. Je veux dire, il y a énormément d'équipes. Il y a au JO, là, on vient de dire qu'il y avait énormément de monde, mais il y a énormément d'équipes, de gens en coulisses de tous les événements. Moi, je suis qu'une tête de proue, mais... et je suis très lié à toutes ces équipes-là. Et sans eux, on n'existe pas. Et c'est avec eux qu'il y a plein d'anecdotes aussi, des trucs où on n'est pas passé loin de la cata, ou au contraire... Tout ce que les gens, je répète, mais tout ce que les gens ne voient pas, mais hop, on rattrape le truc, et toi, tu prends le micro, et tout le monde se dit, c'est nickel. Voilà. Ça s'est bien passé, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, je dois bien avoir des anecdotes aussi de bonnes grosses foirades, de bons gros bides. Mais là, ça ne me vient pas. Mais en fait, c'est marrant, mais... L'image que j'ai quand tu me demandes des anecdotes fortes, c'est les derniers championnats du monde en Suisse, à Crans-Montana, où on me confie la fan zone qui est donc sur le haut du circuit. J'ai une immense fan zone toute sonorisée avec 2 écrans géants. Je suis tout seul. J'ai pas de binôme. Je suis le seul au micro. Donc ça se passe sur 4 jours. Il y a les courses jeunes, et puis on va crescendo vers les courses élites. Course femmes incroyable, Yolande Danef en star et tout. En plus, ambassadrice de Crans-Montana. Ambassadrice de Crans-Montana, en superstar. À chacun de ses passages, les Suisses étaient comme des dingues. Et puis le dernier jour, Nino Schurter qui fait ses adieux. Et là, pareil. Et puis bon, enfin bon. Et j'étais au milieu de ce bois. J'étais littéralement dans les bois. Et je voyais à la fois directement la dernière boucle sommitale, et ensuite, quand il disparaissait de ma vue, j'avais l'écran géant pour suivre, et je pouvais commenter. Ah, confort aussi, ouais. Et je t'ai dit que je parlais allemand, anglais et français, et j'ai utilisé mes 3 langues. On est en Suisse. Bah oui. Et les gens viennent me voir. Tu sais que les Suisses sont assez réservés, tu connais bien Crans-Montana, etc. Et vraiment, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, ils ont cette formule, ils disent grande classe. Et je me suis dit, ouais, là... Et là, tu te dis pas, ah, c'est bien. Tu vois, Si, quand même. Quand t'es suisse, t'as dit grande classe, là, tu peux te dire, ça. Ouais, ça va. Et surtout qu'on était vraiment les uns à côté des autres. Je parlais alors que j'étais à côté d'eux. Et on interagissait sans problème. J'ai par exemple le fan club de Atterley, donc le vainqueur sud-africain, Alan Atterley, qui devient champion du monde pour la 2e fois, qui me donne leur drapeau sud-africain. Puis plein d'autres trucs comme ça. Et c'est au-delà des petits points d'anecdote, c'est l'ensemble du package émotionnel, si tu veux, qui a été très fort. Quand tu décrivais tout ça, c'est exactement ce que je me disais. C'est les émotions très fortes que tu vis là, où derrière, il faut passer au Cargo Bike Festival, par exemple, où là... C'est génial, le Cargo Bike. Non, mais pas du tout. Je parle des émotions. Ouais. Ce qu'ils font, moi, j'y vais avec mes enfants, c'est top. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu n'as plus le contact avec l'athlète. Ouais. C'est quelque part le même métier de faire vivre le festival, mais les émotions, tu vois ce que je veux dire ? C'est le geek qui revient là. Tu vois, c'est pour ça, quand je te disais tout à l'heure, comment tu fais pour passer d'un événement à un autre en ayant toujours cette... bah oui, il faut avoir cette stabilité quelque part, tu vois, dans le rendu, quoi. Ouais. Je peux vivre sans émotion forte aussi. Je veux dire, la vie est mais faite. De ton métier, après, c'est les moments qui font qu'à un moment donné, tu te laisses emporter par ce que tu vis. Mais par exemple, pareil, les gens en coulisses, moi, les gens du Cargo Bike Festival, c'est une petite équipe. Très concrètement, ils sont 2 à l'année, c'est super propre, et j'ai envie de les soutenir. J'ai envie de tout donner pour eux. Donc je suis investi à fond. Et mon émotion, elle va être dans le fait qu'ils réussissent. Bien sûr. Et qu'ils soient heureux de ce qu'ils ont produit. Mais il y a ce fameux truc où je vais sur les événements et je rentre des événements à vélo. Alors, c'est là où je voulais t'emmener. À quel moment est-ce que tu fais ça depuis 2008 ? Juste pour te dire que ça me permet de bien décompresser. Ça, c'est vraiment mon sas. Non, je ne fais pas ça depuis 2008. Alors, comment c'est venu, ça ? C'est venu que, à force, puisque je suis un grand fan de vélo, et que tous les week-ends, j'encourage les gens à le faire, je me suis dit, non mais... Et puis, j'ai très peu de temps quand je rentre à la maison...
je vais faire comme tout le monde, me libérer 1h30, 2 heures dans la semaine, par-ci, par-là, et me faire ma petite séance, mais c'est pas du tout assez. Et puis, tu le sais, hein, sur les événements, on se fatigue, on piétine, on boit des bières après, on boit une bière après le truc, on va au restaurant. Ouais, tu peux pas... Donc, tu te fais pas du bien physiquement. Donc, avant Covid, juste avant Covid, j'imagine ça et je me dis, j'ai jamais fait plus de 100 km à vélo dans ma vie, de route, puisque je suis vététiste, et je me dis, je vais proposer à des partenaires de m'équiper, parce que j'ai pas le matos, et je vais choisir 6 événements de mai à octobre, un par mois, et je vais le faire. Donc, Loudunvielle dans les Pyrénées. Tu vas à vélo et tu reviens à vélo. Exactement. Loudunvielle dans les Pyrénées, etc. Enfin, des longues distances. Et Covid arrive. J'étais super entraîné avec un pote, coach, vraiment un préparateur et tout. Et en fait, j'ai plus rien. Mais par contre, je suis... Parce qu'on parle du métier, mais il y a aussi effectivement toute une année qui saute, là, quasiment. Ouais. Mais du coup, par contre, j'étais hyper préparé et je me suis mis là-dedans. Je ne sais pas si je suis un ultra cycliste. Par contre, je fais de la longue distance. Je pense que pour être un ultra, il faut rouler la nuit. Donc non, je ne suis pas un ultra. Mais par contre, je fais de la longue distance depuis. Et effectivement, là, je suis rentré du rock avec 300 km et 4500 de D+. Et ça, c'est ma soupape. Ça veut dire que quand tu fais ces 300 bornes, par exemple, est-ce que tu coupes et tu penses à l'après, ou est-ce que tu repenses à ces moments sur l'événement? Tu traites tout. Ouais, tu sais, c'est comme bon, pas tous les gens qui font du vélo le savent très bien, toutes les idées qui passent par nos têtes quand on roule. C'est un peu comme les moments avant de t'endormir. Tu repasses dans ta tête le film de la journée et tu te projettes. Et puis surtout un événement comme le Rock d'Azur où on est beaucoup dans l'interaction, etc. Des centaines de rencontres. Et il y a des projections sur l'année à venir, il y a des projets que tu dois construire avec d'autres. Donc, tu as vraiment le temps de bien process. Ouais. C'est quoi la suite pour toi, Phil? Alors, comme on l'a dit, ça va être la duplication de toutes les années précédentes, encore une fois. J'ai toujours envie, il y a plein de gens qui me connaissent, que j'appelle justement dans mes semaines et mes mois d'hiver, et je leur dis, tiens, tu ne veux pas faire ça avec moi, tu ne veux pas faire ça. Et 2-3 mois plus tard, je leur dis, mais en fait, j'ai pas le temps. On en parle après d'ailleurs, parce que tu m'as envoyé un message en disant, tiens, j'ai une idée, il faut qu'on en parle autour d'une pizza après. Exact. Et en fait, j'ai pas le temps. Donc en fait, vraiment, ce métier m'occupe tout le temps. Les plages de repos sont importantes. Mais comme j'ai ce côté où je vais sur les événements à vélo, en fait... je fais aussi des projets off avec d'autres et ça me plaît, ouais. Ça me plaît parce que ça alimente ce côté collaboration avec tout un tas de gens, des marques mais aussi des athlètes et voilà. Donc la suite pour moi c'est de continuer. C'est la continuité. C'est la continuité, vraiment. On change rien. Et s'il y avait un message, on arrive sur la fin de l'épisode, s'il y avait un message que tu voudrais faire passer à tes clients, hein, des gens pour qui tu travailles et qui tu croises régulièrement dans l'année, mais aussi aux gens qui te connaissent parce qu'ils t'ont entendu, ou à un jeune ado, une jeune ado qui a envie de faire ce métier, qui a envie de prendre le micro, mais qui n'ose pas, ou qui a déjà son plan de carrière. Bref, quel message tu voudrais passer? Juste pour le jeune qui a envie de faire ce métier, ça c'est important, parce qu'on me demande, hein, j'ai beaucoup, j'ai même des confrères qui sont plus jeunes, avec qui on échange sur le métier, qui sont déjà installés, mais qui sont peut-être pas au niveau où je suis. En tout cas au volume d'activité où je suis. Et il faut pas se faire d'illusions, c'est pas nous qui choisissons. Si un organisateur ne t'appelle pas une année, ça sert à rien de le rappeler. Moi, je fais pas de démarchage, ça sert à rien. La personne, elle t'a déjà eu. L'envie n'est pas là, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est juste qu'elle a besoin de changer, etc. Et ça, faut l'accepter. Et ça veut dire aussi que quand tu débutes, tu dois tout faire pour te faire connaître. Et effectivement, trouver les opportunités pour... Plus tu fais, plus tu vas faire. Plus on t'entend, plus on va te repérer. Donc c'est un juste équilibre. Mais par contre, ça ne sert à rien de faire du forcing. Et il faut être capable d'admettre si on n'est pas fait pour. Mais par contre,
l'enrichissement. Par exemple, il y a des gens qui sont très très forts, ils ont des fiches sur les athlètes, etc. Mais leur style ne passe pas. Tu vois, même le body language, hein, c'est tout bête à dire, mais le langage corporel, tu es sur des scènes, ça passe pas, ça génère de la gêne et tu n'as pas envie de vivre ce moment. Mais ces gens-là, ils ont une force. Il faut reconnaître ce qu'on est capable de produire et l'utiliser. Et si c'est pas au micro, etc., c'est sous une autre forme. Et notamment, moi, ce que j'aime beaucoup dans les binômes, c'est que parfois, on passe plus ou moins, même moi, il peut m'arriver de ne pas être tout à fait adéquat avec l'événement, mais avec l'autre, on s'enrichit et on... Voilà. Donc, on n'est pas celui ou celle ou celui qui décidons de si on va faire le job, mais il faut essayer de se nourrir les uns les autres. Où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te solliciter, te contacter, te suivre ? Instagram, LinkedIn, autre chose, ou c'est vraiment plus sur Insta ? Je suis beaucoup sur Insta, je suis évidemment sur LinkedIn. Phil parle vélo tout attaché sur Instagram. J'aime bien Insta parce que ça, voilà, c'est facile et tout. Mais LinkedIn, Insta et Facebook. Bon, en tout cas, un grand merci pour ce partage. J'espère que, en tout cas, moi, ça m'a permis de me connaître ton parcours, de comprendre pourquoi. J'espère que ça vous a permis aussi de découvrir qui était Phil, si vous avez déjà eu l'occasion de le croiser ou de l'entendre. Donc, merci pour ton temps. On va aller profiter d'une pizza maintenant ensemble. Un grand merci pour ça. En tout cas, vous pouvez retrouver Phil également sur S-Cross, qui sera présent à Mandelieu l'année prochaine en 2026. Et puis je vous retrouve sur un nouvel épisode la semaine prochaine, un nouvel épisode du podcast Tous en selle. N'hésitez pas à commenter, partager. Et puis ça sera avec un grand plaisir qu'on vous partagera des astuces, des tips. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir de discuter vélo. Voilà, un grand merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci.